Imaginez un oiseau capable de parcourir 1000 km au-dessus de l'océan sans presque jamais battre des ailes. Pas au sens figuré, au sens littéral. Des scientifiques ayant équipé des albatros de capteurs, mesurant chaque mouvement, ont découvert quelque chose de difficile à croire au premier abord. Par temps favorable, un albatros peut planer pendant des dizaines de minutes d'affilée en agitant à peine les ailes. Et son rythme cardiaque en plein vol se distingue parfois à peine de celui qu'il a au repos. Autrement dit, voler au-dessus d'un océan déchaîné demande à l'albatros à peu près autant d'efforts qu'à nous d'être assis dans un fauteuil. Un battement paresseux, puis une longue glissade silencieuse. Aujourd'hui, nous parlons de l'albatros, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez ce grand oiseau blanc au-dessus des vagues d'un œil complètement différent. Car l'albatros n'est pas simplement un grand goéland, comme beaucoup le pensent. C'est le champion absolu de la planète en matière de vol. Un être vivant qui a percé le secret du déplacement aérien presque gratuit, qui a fait le tour du globe plus vite qu'un être humain ne pourrait le faire, et qui vit si longtemps que certains individus sont plus âgés que beaucoup de ceux qui les observent en ce moment. Et tout commence par la question posée en introduction. Comment peut-on voler sans presque battre des ailes ? Un envergure à couper le souffle. Mais avant de décortiquer ce tour de passe-passe, prenons la mesure de ce dont nous parlons. Commençons par les dimensions, car elles sont stupéfiantes. L'albatros détient la plus grande envergure de tous les oiseaux vivants aujourd'hui. Chez la plus grande espèce, l'albatros hurleur, l'envergure d'un bout à l'autre peut atteindre 3-5 mètres. C'est plus grand que 2 adultes mis bout à bout. Imaginez un oiseau qui, ailes déployées, couvre la longueur d'une voiture. Et ses ailes sont incroyablement étroites, longues, fines comme une lame. Ce n'est pas un hasard, c'est précisément cette combinaison, une très grande longueur pour une faible largeur qui fait de l'albatros ce qu'il est. Le secret du vol presque gratuit. Venons-en à l'énigme centrale. Comment un oiseau doté de telles ailes parvient-il à planer pendant des heures en dépensant presque aucune énergie ? La réponse réside dans l'utilisation géniale de ce qui serait une simple gêne pour n'importe quelle autre créature, le vent au-dessus de l'océan. Au-dessus de la surface de la mer, le vent est structuré de façon subtile. Tout près de l'eau, dans une mince couche, le frottement des vagues le ralentit, il souffle moins fort. Mais à quelques mètres à peine plus haut, il est déjà nettement plus puissant. Il existe donc juste au-dessus de l'océan une sorte d'escalier invisible, fait de couches d'air se déplaçant à des vitesses différentes. Plus on monte, plus le vent est rapide. Et l'albatros a appris à littéralement voler l'énergie contenue dans ces différences de vitesse. Cette technique s'appelle le vol dynamique en albatros en aéronautique. On parle de dynamic soaring. Et c'est le fondement de tout ce qui fait l'albatros. Voici comment ça fonctionne. L'oiseau prend de l'altitude en remontant face au vent, dans les couches supérieures plus rapides. En montant, le vent contraire le soutient et lui donne de la vitesse. Une fois en haut, il vire de bord et plonge vers l'eau, vent dans le dos. Dans cette glissade descendante, il accélère encore. Tout près de l'eau, dans la couche inférieure plus lente, il amorce un nouveau virage, repart vers le haut et le cycle recommence. Chaque transition entre des couches d'air de vitesse différentes lui apporte un surcroît d'énergie. L'albatros roule en quelque sorte sur des pentes invisibles et infinies faites de vent lui-même, récupérant un peu de sa force à chaque boucle. Ses muscles n'ont presque rien à faire. C'est la structure même de l'air au-dessus de la mer qui travaille à sa place. Voilà d'où vient ce fameux battement d'ailes toutes les heures. L'oiseau ne bat pas des ailes parce que son énergie de déplacement ne vient pas de ses muscles, mais du vent en glissant habilement des couches lentes vers les rapides et retours. Un verrou anatomique naturel. Il y a encore un détail qui rend tout cela encore plus économique. L'albatros possède, au niveau de l'épaule, un dispositif anatomique particulier, une sorte de verrou naturel. Un mécanisme tendineux lui permet de maintenir l'aile déployée en position ouverte sans aucune contraction musculaire. L'oiseau n'a pas besoin de solliciter en permanence ses muscles pour garder les ailes ouvertes. Il les verrouille simplement et plane, comme un planeur à ailes fixes. Les muscles se reposent, c'est pour cette raison que le cœur d'un albatros en vol bat avec un tel calme. L'effort musculaire principal, tenir l'aile déployée, est délégué à ce mécanisme mécanique, tandis que le vent assure le déplacement.
Un vol qui exigerait des efforts considérables pour n'importe quel autre oiseau ne coûte presque rien à l'albatros. Voilà le moineau, et voilà le planeur. Pour bien saisir l'ampleur de cette efficacité, comparons avec un oiseau ordinaire, un petit passereau, comme un moineau bat des ailes en quasi continu. Pour lui, le vol est un effort intense et épuisant, c'est pourquoi il ne parcourt pas de grandes distances sans se reposer. L'albatros a emprunté la voie exactement inverse. Il ne combat pas l'air à coups de battements répétés, il se fond en lui, s'abandonne à ses courants et ne fait que guider son long corps sur la trajectoire souhaitée. Si le moineau en vol ressemble à un coureur qui se dépense à chaque foulée, l'albatros ressemble à un skieur qui descend d'une pente. Ce n'est pas lui qui fournit l'essentiel de l'effort, c'est la force contenue dans son environnement. La différence de dépense énergétique est colossale. Et c'est précisément elle qui explique pourquoi l'albatros peut se permettre un mode de vie inaccessible à presque tout le monde. Vivre en mouvement perpétuel au-dessus d'un océan entier. Un voyageur hors norme. Maintenant que le truc est compris, voyons ce qu'il permet à l'albatros d'accomplir. Et ce qu'il accomplit est proprement incroyable. L'albatros hurleur passe la majeure partie de sa vie en plein océan, loin de toute terre. Il peut passer des mois sans approcher de la côte, dormant directement sur l'eau et se nourrissant en mer. En exploitant son vol dynamique et les vents constants des latitudes australes, ces fameux 40e rugissants, la bande venteuse légendaire de l'océan austral, les albatros effectuent des périples difficiles à concevoir. Grâce à des émetteurs satellites, des chercheurs ont suivi des oiseaux individuellement et découvert que certains albatros hurleurs sont capables de faire le tour complet du globe en contournant l'Antarctique en seulement 1 mois et demi environ. Un tour du monde entier, puis, si le vent est favorable, un autre. En une année, un albatros peut parcourir des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres. Sur l'ensemble de sa longue vie, le kilométrage total se compte en millions de kilomètres. C'est plusieurs fois la distance Terre-Lune et retour. Et tout cela, rappelons-le, presque sans battre des ailes. L'albatros ne force pas sa route à travers les étendues océaniques comme un rameur qui peinerait sur ses avirons. Il les glisse dessus comme un surfeur sur une vague de vent infinie, en dépensant un minimum d'énergie. C'est pourquoi ces distances colossales ne sont pas pour lui un exploit, mais un mode de vie, dormir sur l'océan. Puisqu'on vient d'évoquer que l'albatros peut passer des mois sans voir la terre, une question s'impose. Comment dort-il ? La réponse ressemble à ce qu'on sait d'autres voyageurs des mers. On pense que l'albatros, comme certains autres oiseaux et mammifères marins, est capable de dormir à moitié en laissant reposer une moitié du cerveau pendant que l'autre continue de surveiller le vol et l'environnement. Puis les deux hémisphères s'échangent. Il peut aussi somnoler posé sur l'eau, se laissant bercer par les vagues. L'océan est pour l'albatros à la fois une route, un réfectoire et une chambre à coucher. Un nez hors du commun. Que mange-t-il ? Et comment trouve-t-il sa nourriture dans ces immensités où l'œil ne trouve apparemment aucun repère ? Là encore, l'albatros surprend. Il possède un odorat exceptionnel, une rareté chez les oiseaux, longtemps considéré comme presque dépourvu de ce sens. L'albatros est capable de détecter une source de nourriture à des dizaines de kilomètres. Au-dessus de l'océan, là où se concentrent plancton, poissons et calmars, des substances odorantes spécifiques s'élèvent dans l'air. L'albatros capte cette odeur de loin, puis remonte le vent en zigzagouant jusqu'à se trouver exactement à la source. Il flaire littéralement son déjeuner au milieu de l'océan. Il se nourrit principalement de calmars, de poissons et de ce qu'il trouve en surface, ramassant souvent sa proie directement sur l'eau. Des chercheurs ont testé cette capacité par des expériences ingénieuses, en dispersant au-dessus de la mer des substances odorantes similaires à celles qui se dégagent là où se nourrissent les animaux marins. Des albatros situés à des dizaines de kilomètres ont fait demi-tour et se sont dirigés exactement vers la source, contre le vent. L'océan, vaste et uniforme à nos yeux, est pour l'albatros une carte complexe d'odeurs. Il lit l'air comme nous lisons des panneaux indicateurs et sait précisément de quel côté se trouve la nourriture. La vue l'aide aussi. Repérant d'autres oiseaux ou animaux marins en train de se nourrir, il s'y dirige, comprenant qu'il y a là de quoi se restaurer. Ainsi, les grandes distances cessent d'être un problème. Grâce à un vol presque gratuit,
il peut s'offrir un aller-retour de 100 km pour déjeuner sans y laisser ses forces. Une longévité record. Parlons maintenant de l'âge, car là encore, l'albatros établit un record. C'est l'un des oiseaux les plus longévifs de la planète. Les albatros atteignent régulièrement 50 ans et plus. L'exemple le plus célèbre est une albatros prénommée Wisdom, sagesse en anglais. Baguée au milieu du siècle dernier, elle a survécu jusqu'à au moins 70 ans, tout en continuant à élever des petits à un âge où la plupart des oiseaux de son espèce ne sont plus de ce monde. C'est le plus vieil oiseau sauvage au monde, dont l'âge soit rigoureusement documenté. Pensez-y, un oiseau qui survolait l'océan avant même que l'humanité n'envoie le moindre satellite dans l'espace continu, aujourd'hui encore, à prendre son envol au-dessus des mêmes vagues, fidèle pour la vie. Cette longévité est liée à une autre caractéristique étonnante de l'albatros, sa vie amoureuse. Les albatros forment des couples pour la vie, et pour la vie, dans leur cas, signifie des décennies. Les partenaires se restent fidèles année après année, se retrouvant en saison de reproduction sur la même île, souvent au même endroit. Mais un couple ne se forme pas du jour au lendemain. Les jeunes albatros passent des années à apprendre un langage particulier, des danses nuptiales complexes. C'est tout un rituel fait de mouvements précis. Les oiseaux s'inclinent, tendent le cou, claquent du bec, déploient leurs immenses ailes, se balancent en synchronie et émettent des cris caractéristiques. Les jeunes perfectionnent ces danses pendant plusieurs années, les essayant avec différents partenaires potentiels jusqu'à trouver celui avec qui les mouvements s'accordent parfaitement. Et quand le couple se forme enfin, il développe son propre dialecte de danse, un vocabulaire de mouvement que ces deux-là seuls comprennent. Trouvés l'un l'autre, ils demeurent ensemble pour des décennies. Pour une créature qui erre seule au-dessus de la moitié de la planète, c'est une fidélité remarquable envers un unique partenaire. Lenteur et patience. Parce que le couple est si solide et la vie si longue, les albatros se reproduisent à un rythme extrêmement mesuré. Ils commencent tard, à un âge où bien d'autres oiseaux ont déjà vu se succéder plusieurs générations. Et ils s'y consacrent rarement. Les grands albatros n'élèvent souvent qu'un seul poussin tous les 2 ans. Ce poussin met du temps à grandir. Et les deux parents font à tour de rôle des voyages de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres en plein océan pour lui rapporter de la nourriture. C'est un investissement considérable pour un seul descendant. La stratégie, moins, mais mieux. Et elle fonctionne précisément parce que les parents vivent très longtemps et parviennent, au fil de leur vie, à élever de nombreux petits, même un par un. La réputation des mères, il faut mentionner ici la réputation de l'albatros, car elle est particulière, presque mystique. Chez les marins, l'albatros a toujours été considéré comme un oiseau d'exception, un signe favorable. Ce grand oiseau blanc, accompagnant un navire pendant des semaines en plein océan, semblait être un bon génie, une âme de la mer, un compagnon et protecteur. La croyance voulait que faire du mal à un albatros attire le malheur sur le bateau. Cette croyance a pénétré la littérature. L'une des images les plus célèbres de la poésie mondiale est celle du marin puni pour avoir tué un albatros, contraint de porter l'oiseau mort autour du cou comme symbole d'une lourde faute. C'est là qu'est née l'expression « avoir un albatros autour du cou », cette image du fardeau qu'on doit porter pour sa propre faute. Curieusement, cette affection presque superstitieuse avait aussi un sens pratique. Un albatros tournant autour d'un navire signifiait qu'il y avait là de la vie, de la nourriture, du vent. Il était un compagnon vivant dans le vide de l'océan et les marins appréciaient cette présence. Un désalinisateur intégré, il faut aussi souligner à quel point l'albatros est lié à la mer sur le plan physiologique, car là encore il a résolu un problème face auquel presque tout le monde capitule. L'albatros boit de l'eau de mer. Pour la plupart des animaux, l'eau salée est un poison. Éliminer l'excès de sel exige plus d'eau douce qu'on en a ingéré et l'organisme se déshydrate. Mais l'albatros vit en plein océan et ne peut se permettre de dépendre de sources d'eau douce. Il possède donc des glandes à sel situées au-dessus des yeux, dans la région du bec. Ces glandes extraient l'excès de sel du sang et l'évacuent sous forme de solution saline concentrée qui s'écoule le long du bec et goûte à son extrémité. L'albatros dispose en somme d'un désalinisateur intégré. Il boit l'océan
et se débarrasse du sel sans jamais souffrir de la soif. Et c'est précisément ce qui lui permet de rester des mois sans retourner à terre. À cela s'ajoute une particularité du bec que partagent de nombreux oiseaux marins. Les narines de l'albatros s'ouvrent dans de petits tubes placés sur les côtés du bec. Ce n'est pas un ornement. On pense que ces passages tubulaires contribuent à la fois à l'olfaction et, peut-être, à mesurer la vitesse du flux d'air en vol comme un capteur de vitesse vivant. Ainsi, toute la morphologie de l'albatros de l'extrémité de ses ailes étroites jusqu'au tube de son bec forme une construction unifiée, affinée pour une seule mission, vivre dans l'océan et dans l'air qui le surplombe, pas une grande mouette. Dissipons enfin le principal malentendu. On confond souvent l'albatros avec une mouette, une très grande mouette. C'est une erreur fondamentale. Oui, les deux oiseaux sont blancs et les deux sont liés à la mer. Mais ce sont des modes de vie et des trajectoires évolutives radicalement différents. La mouette est un oiseau côtier. Elle reste près des rivages, se nourrit en eau peu profonde et dans les décharges, bat des ailes activement, se pose sur les quais et les toits. C'est d'ailleurs souvent dans les grandes villes portuaires comme Marseille ou Saint-Nazaire qu'on la voit déambuler. L'albatros, lui, est un oiseau du grand large, un être d'une toute autre catégorie. Il bat à peine des ailes, peut passer des mois sans voir la terre, fait le tour de la planète et vit dans des vents que la mouette côtière ne rencontrera jamais. Comparer un albatros à une mouette, c'est un peu comme comparer le planeur record de distance d'un aéroclub avec un cerf-volant dans un jardin. Il y a une ressemblance de surface, mais le fond est totalement différent. Le prix de la perfection? Il y a cependant un revers à toute cette splendeur. C'est le prix que l'évolution fait toujours payer pour une spécialisation poussée à l'extrême. L'albatros est un maître absolu du vol plané dans un océan vanté et découvert. Mais cette spécialisation même le rend vulnérable dans d'autres conditions. Par calme plat, quand il n'y a plus de vent du tout et que ces pentes invisibles d'air disparaissent, ce grand oiseau se retrouve presque impuissant. Sans vent, il lui est très difficile de se maintenir en l'air, car battre en permanence de telles ailes géantes, c'est quelque chose pour quoi il n'est physiquement pas fait. Le décollage et l'atterrissage lui coûtent aussi beaucoup d'efforts. Pour soulever de telles ailes dans les airs, il lui faut une course face au vent. Il court maladroitement sur le sol ou sur l'eau, ailes déployées, comme un avion sur une piste. Sur terre, où l'albatros ne se rend que pour nicher, il paraît franchement gauche. Sa démarche est chaloupée, et celui qui est si gracieux dans les airs semble presque comique sur la terre ferme. Le maître des vents a payé son talent de son agilité sur sol solide. Tout ce qui le rend imbattable au-dessus d'un océan déchaîné le rend maladroit par calme plat et pâteau sur la côte. L'atterrissage est lui aussi toute une épreuve. La vitesse considérable prise en glissant doit être absorbée d'une façon ou d'une autre. Se poser en douceur avec un tel gabarit n'est pas simple. L'albatros atterrit souvent en plongeant sur l'eau ou en dévalant en trébuchant à travers la colonie de nidification, absorbant son élan. Ce spectacle ne cadre guère avec l'élégance parfaite avec laquelle ce même oiseau planait tout à l'heure pendant des heures au-dessus des vagues. Mais c'est le juste tribut payé à la nature. On ne peut pas être parfait en tout. L'évolution a tout misé sur une seule chose, le vol plané au-dessus de l'océan ouvert et la portée à l'absolu, en sacrifiant l'agilité là où l'albatros n'en a presque jamais besoin. Il passe la majeure partie de sa vie là où il est génial, dans l'air au-dessus de la mer. Et c'est pourquoi ce compromis s'est avéré plus que rentable. La synthèse, maintenant, rassembler tout cela et essayer de voir l'albatros d'un œil neuf, un être aux ailes plus larges que la taille de deux hommes, étroite comme une lame, qui vole sans presque battre des ailes, en volant l'énergie des différences de vitesse du vent au-dessus des vagues, en verrouillant ses ailes avec un mécanisme naturel, si bien que son cœur bat en vol presque comme au repos. Un oiseau qui fait le tour du globe en 1 mois et demi et couvre des millions de kilomètres au fil de sa vie, qui dort à moitié en dérivant sur les vagues, qui flaire sa proie à des kilomètres grâce à un odorat exceptionnel, qui boit l'eau de mer grâce à un désalinisateur intégré au-dessus des yeux, qui vit un demi-siècle et plus, forme des couples pour des décennies et passe des années à apprendre des danses uniques pour trouver le partenaire idéal, et que l'on prend, par habitude,
pour une grande mouette sans se douter qu'on a devant soi l'un des êtres volants les plus perfectionnés que la vie ait jamais produit. Voilà le paradoxe central de l'albatros. Il a résolu un problème sur lequel l'aviation humaine bute encore. Comment se déplacer sur de très longues distances en dépensant un minimum d'énergie? Les ingénieurs qui conçoivent des planeurs, des drones et des engins devant rester longtemps en l'air avec un carburant réduit étudient sérieusement le vol dynamique de l'albatros, cherchant à reproduire son astuce de vol en énergie dérobée au vent. Un oiseau planant au-dessus des mers australes porte dans la structure même de son vol une solution que notre technique ne fait que commencer à approcher. C'est peu. Être là la meilleure façon de parler de l'albatros. Ce grand oiseau blanc qu'on aperçoit furtivement du pont d'un navire et qu'on prend pour une mouette se révèle être le recordman de la planète sur tous les tableaux, à la fois envergure, distance de vol, longévité, fidélité aux partenaires et économie de déplacement. Une créature qui a transformé le vent éternel au-dessus de l'océan, ce qui pour nous n'est que mauvais temps, et roulit en une route infinie, presque gratuite, à travers le monde entier. La prochaine fois que vous verrez une photo ou une image de ce grand oiseau blanc glissant au-dessus des vagues en furie, sans un seul battement d'aile, ne passez pas indifférent. Ce n'est pas une mouette géante. C'est le maître des vents, un voyageur circumterrestre qui peut, être en ce moment même, n'a pas touché la terre depuis des semaines et ne la touchera pas avant longtemps. La preuve vivante que la nature a depuis longtemps appris à voler presque gratuitement. Il nous reste à regarder de plus près et à essayer de comprendre comment elle s'y prend.